Docteur Claire-Lyne Dupin, vous êtes pneumologue praticien hospitalier dans le centre d'asthme sévère de l'hôpital Bichat à Paris. Et vous avez à vos côtés une de vos patientes asthmatiques sévères, Wasima, qui a 22 ans, Alban, la psychologue du service de pneumologie, qui dédie une partie de son temps aux asthmatiques sévères. Et Karine, infirmière diplômée d'État, coordinatrice dans le centre asthme sévère. Vous prenez en charge la coordination des adolescents et des patients asthmatiques. Nous sommes un service de pneumologie adulte, mais nous recevons des patients dès l'âge de un peu plus de 16 ans, en tout cas, qui peuvent être adressés par des services de pédiatrie. On a également des jeunes patients qui sont adressés parfois par d'autres médecins. Je crois, si mon souvenir est bon, que Wasima nous a été adressée par ses médecins ORL, puisqu'elle présente également, en plus de son asthme, une polypose nasocinusienne, qui est une maladie qui peut être parfois associée à l'asthme. Et donc, elle est suivie dans notre service depuis plusieurs années et elle a bénéficié de plusieurs traitements et de plusieurs offres de prise en charge qui sont propres au service hospitalier. Ce qui fait la particularité de notre service d'asthme sévère, c'est la pluridisciplinarité, et Alban est là pour en témoigner. On est plusieurs métiers à être associés autour et avec le patient asthmatique: les pneumologues, les médecins ORL, les médecins allergologues, les psychologues, les infirmiers et notamment les infirmiers spécialisés. Tout le monde agit en interaction pour s'occuper au mieux des patients asthmatiques. J'ai été suivie ici à Bichat depuis quelques années, ça va faire un peu plus de 5 ans. J'ai été suivie en service de pédiatrie à Versailles. Et quand mon asthme ne cessait d'empirer, en fait, il n'y avait pas de contrôle au niveau de cet asthme. Mon dossier a été transféré à Bichat et depuis que je suis ici, c'est beaucoup plus contrôlé avec un traitement de biothérapie qui m'a énormément aidée. Je suis psychologue dans ce centre de l'asthme depuis 6 ans. Je travaille vraiment en complémentarité avec toute l'équipe médicale, paramédicale. L'aspect évidemment médical est très important. On ne peut pas non plus négliger l'aspect psychologique. C'est important aussi d'avoir un temps où on peut échanger sur le vécu, le ressenti des patients, pouvoir les aider à vivre au mieux avec l'asthme, mais aussi d'autres problématiques inhérentes à cette maladie. Je les vois avant qu'ils voient le médecin. Ça permet de refaire le point sur les traitements, sur la maladie, quelles sont leurs difficultés, s'ils ont des symptômes, s'ils ont des soucis psychologiques, des soucis sociaux. Je peux les accompagner, les aider à mieux gérer leur maladie. Ils ont un numéro de téléphone où ils peuvent me joindre quand ils ont besoin, un mail, et puis je peux aussi les recevoir en dehors des consultations, en dehors de leur venue pour consulter le médecin. Hein. On rencontre des patients qui sont en difficulté par rapport à leur traitement et la maladie. Je peux entreprendre un suivi et on se voit une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois en fonction du besoin. Je crois que vous avez une consultation dédiée au passage de la pneumopédiatrie à Oui. la pneumologie adulte, Voilà. pour les grands ados. C'est les passations enfants-adultes. En général, j'essaie de les voir en premier avant qu'ils consultent le médecin. Ça permet un meilleur accueil, essayer de les rassurer parce que parfois c'est un peu compliqué pour eux. Certains, ils sont un petit peu anxieux de ce nouveau monde qui est le monde de l'adulte. On les rassure. Moi, je leur présente l'hôpital, je leur présente les différents services où ils peuvent éventuellement passer, les consultations, les EFR, l'hôpital de jour, peut-être l'hospitalisation. Alors pour nous, la GPFD, la maladie asthme sévère, remonte à pas plus de 10 ans. Pour vous, pneumologue, qu'en est-il? L'asthme sévère, c'est une forme rare d'une maladie très fréquente. L'asthme, c'est 4 millions, un peu plus, de patients en France. C'est la maladie respiratoire la plus fréquente. Au sein de cette population se niche vraiment un sous-groupe particulier qui est l'asthme sévère, qui a toujours existé en réalité depuis l'Antiquité certainement, mais qui est défini depuis une grosse dizaine d'années avec des recommandations internationales, américaines et européennes qui se sont accordées pour dire que l'asthme sévère, c'est un asthme qui nécessite beaucoup de traitements, des corticoïdes inhalés à très forte dose, associés à d'autres traitements, notamment des bronchodilatateurs ou parfois des corticoïdes oraux tous les jours. Et c'est un asthme qui, malgré cette intensité de traitement, a du mal à rester contrôlé et donc fait parfois des exacerbations qui peuvent être très sévères, comme vous le dites, mais parfois elles ne sont pas graves en elles-mêmes. C'est la répétition de ces exacerbations qui fait la sévérité de la maladie. La prise en charge de ces asthmes sévères semble évoluer très vite. Oui, on est dans un TGV là, qui va tout droit et tant mieux. Sur les 10 dernières années, sont arrivés successivement 4 puis 5 biothérapies, c'est-à-dire des traitements extrêmement ciblés qui permettent de mieux contrôler les patients asthmatiques sévères, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils n'aient plus ou quasiment plus de symptômes, qu'ils n'aillent plus aux urgences, qu'ils ne prennent plus de cure de corticoïdes oraux et que leur qualité de vie de façon globale soit améliorée. Les biothérapies, c'est un traitement vraiment très innovant. Aujourd'hui, on est dans une phase où on a des traitements qui vont aller
identifier vraiment une cible très précise, une gâchette à l'échelle microscopique de la protéine. Et si on bloque une protéine avec ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, la famille donc des biothérapies, eh bien ça va bloquer le système inflammatoire, enfin ce qui sous-tend l'asthme en tout cas, en ayant peu ou pas d'effets secondaires à l'étage global de l'organisme. C'est ça la révolution des biothérapies. Alors, c'est quoi le parcours de soins en centre asthme sévère? En tant que pneumologue, le parcours de soins, c'est un patient qui nous est adressé par un référent, de temps en temps un médecin généraliste, le plus souvent un médecin spécialiste pneumologue ou un médecin ORL ou pédiatre qui a identifié des facteurs de sévérité chez un patient asthmatique qui est déjà suivi. Et donc, c'est un malade qui a déjà des traitements qui vont avoir été augmentés progressivement et qui va ne pas aller bien et donc nous être référés en centre tertiaire. De temps en temps, on a des patients qui nous contactent spontanément, ayant identifié eux-mêmes que leur maladie n'allait pas bien. On va les recevoir une première fois en consultation. C'est une consultation qui va être longue pour identifier toute la vie du patient asthmatique, comprendre tout ce qu'il ou elle a reçu comme traitement dans sa vie et toutes les complications que cet asthme peut avoir dans sa vie. La plupart du temps, les patients vont ensuite être adressés en hôpital de jour. Là, ils vont avoir une batterie d'examens qui va permettre de faire la carte d'identité de leur maladie et identifier un ordre d'action sur les mois ou sur les années à venir et notamment d'identifier des cibles de traitement. Et c'est lors de cet hôpital de jour, la plupart du temps, que les patients rencontrent Alban et Karine, s'ils ne l'ont pas déjà rencontré le jour de la première consultation. Rencontrer la diététicienne, l'assistante sociale. Il y a aussi une grosse équipe derrière. Wazima, je vais maintenant vous demander de nous parler de l'histoire de votre asthme. Toute mon enfance, ça allait. Mais arrivé au collège, il y avait des allergies qui se sont installées. Donc, c'était des allergies à poussière, acarien, bouleau, poil de chat, poil de chien. Qu'à l'entrée du lycée, mon allergie commençait à s'accentuer et des crises commençaient à s'installer. Personnellement, je ne savais pas que c'était de l'asthme. Je pensais que c'était des crises d'angoisse. En fait, c'était mêlé aussi aux crises d'angoisse. Et en allant voir mon allergologue, qui était aussi mon pneumologue de centre-ville, on a vu que c'était vraiment de l'asthme. Au début, on ne connaissait pas vraiment l'ampleur de cet asthme, donc on a commencé avec un petit traitement, mais on a vu que ça suffisait pas. Très rapidement, j'ai été suivie en service de pédiatrie à Versailles, qui était mon hôpital de secteur. J'enchaînais les hospitalisations. En fait, ça s'est suivi vraiment. C'était vraiment pas contrôlé et j'étais vraiment perdue. L'asthme ne cessait de se dégrader. J'étais suivie avec des traitements de corticoïdes. Ça aidait énormément, mais il y avait beaucoup de conséquences derrière. J'avais pris 13 kilos à cette période-là à cause de la cortisone. J'enchaînais les hospitalisations. C'était vraiment très, très décourageant. C'est à ce moment-là aussi qu'on a remarqué qu'il y avait aussi besoin d'une aide psychologique parce qu'il y avait beaucoup de changements avec l'entrée du lycée, l'adolescence. Et c'est aussi là qu'on fait attention au regard des autres, surtout quand ça se mêle avec la scolarité. C'était très, très difficile pour moi, je sais, à cette époque-là. Je suis quelqu'un de discrète aussi, déjà de base. Et être vue à l'école comme celle qui fait des crises, celle qui est malade, qui on appelle les pompiers à chaque fois. Ça a été très difficile et au moment de l'adolescence, c'est très dur à gérer. Après Versailles, on m'a transféré à Bichat parce que mon dossier était assez compliqué. Il y avait eu beaucoup de passages aussi en réanimation. Depuis que je suis suivie à Bichat, avec les traitements de biothérapie, on a vu une grosse amélioration. J'ai été très bien suivie aussi par la psychologue qui m'a beaucoup aidée parce qu'on se rend pas forcément compte. Moi-même, la première, au début, je pensais que c'était vraiment pas nécessaire. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça a autant d'importance de soigner psychologiquement que physiquement. Surtout quand ça arrive durant la scolarité et qu'on a cette étiquette de celle qui est malade, celle qui fait pas de sport, qui est dispensée, celle qui est toujours sur le banc. C'est difficile à porter. Ça fait du bien de parler à une psychologue et ça aide énormément. Vous avez subi des moqueries, vous, par rapport à votre asthme? Au tout début, c'était plus de la curiosité. Les élèves se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Et puis après, la curiosité devenait un peu plus malsaine. Ça, se disait, mais elle est bizarre, mais pourquoi elle quitte tout le temps court? Pourquoi elle respire rapidement comme ça? Pourquoi elle a besoin d'être isolée? Voir les autres nous regarder comme ça? Et c'était assez dérangeant et parfois complexant aussi. Alban, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu votre rôle lors de cette première consultation? Souvent, je les rencontre après le médecin. Je propose vraiment un espace, un temps où on peut justement reparler de tout ce qui était passé avec la crise, de tout ce qu'on a ressenti, de nos peurs. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément en parler avec sa famille, avec ses proches, parce qu'on a peur de les inquiéter. Ou alors, au contraire, on a peur d'être stigmatisé, ce sentiment de solitude. Je les aide aussi un peu d'une certaine façon, à normaliser, à dire en fait c'est normal que vous ressentiez ça. À peu près tous les patients vivent la même chose que vous n'êtes pas la seule en fait. Et on essaye de sortir aussi de cette angoisse. Le but c'est quand même que après ces grosses crises, après l'hospitalisation, c'est de reprendre une vie à peu près normale, de ne pas avoir des stratégies d'évitement, d'avoir peur de sortir, d'avoir peur d'aller en cours, aussi reprendre un peu confiance. Docteur Dupin, une fois que vous êtes sûr de ce diagnostic d'asthme sévère, comment s'effectue le choix de la première biothérapie et est-ce que tous les asthmatiques peuvent en bénéficier? Alors, c'est vrai que la démarche, elle est
essentiel. Avant de parler d'un asthme sévère, on va aller dans un parcours qui va être parfois très long, de plusieurs mois, 6 mois, exceptionnellement 1 an, pour identifier tous les facteurs de mauvais contrôle qui peuvent expliquer que l'asthme n'aille pas bien. Ça peut être le reflux, ça peut être une reprise d'activité physique pour des gens qui sont très sédentaires, ça peut être la technique de prise des traitements qui va être retravaillée. Une fois qu'on a identifié tout ça, qu'on l'a traité et que l'asthme ne va toujours pas bien, là, on est dans la thématique de l'asthme sévère. À ce moment-là, on va effectivement faire un choix de traitement. Jusqu'à 2023, toutes les biothérapies qui existent s'adressent aux malades asthmatiques qui sont allergiques et ou qui ont des éosinophiles trop élevés. Les éosinophiles, c'est une sous-famille des globules blancs. Les globules blancs, ça nous aide à nous défendre. Les éosinophiles, ça nous aide à nous défendre contre les infections liées à des parasites. On peut avoir en zone tropicale, par exemple. Mais quand on est asthmatique, on peut avoir des éosinophiles trop élevés dans le sang. Et indirectement, c'est un reflet du fait qu'on en a trop dans les bronches. Et donc, jusqu'à 2023, toutes les biothérapies s'adressaient à l'allergie ou à l'éosinophilie. Soit on a une seule de ces caractéristiques et donc on a un seul choix de biothérapie possible, soit on a plusieurs possibilités. Et à ce moment-là, il va y avoir des discussions pluridisciplinaires avec l'ORL, avec l'allergologue, avec plusieurs pneumologues et on va discuter ensemble sous la forme de ce qu'on appelle des réunions de concertation asthme, RCA, où on va essayer d'avoir un point de vue le plus objectif possible sur le traitement qui peut avoir le meilleur effet chez notre patient. Et c'est vraiment un traitement à la carte, un traitement individualisé. À partir de 2023, il y a une 5e biothérapie qui arrive et qui a montré en tout cas son bénéfice pour les asthmatiques qui sont ni allergiques ni éosinophiles. On appelle ça aussi les asthmes non T2. Et donc à partir de 2023, on considère que ces 5 biothérapies vont nous permettre d'avoir au moins une solution à proposer à chaque patient asthmatique sévère. Un point sur la recherche qui me semble être une des particularités d'un centre asthme sévère. Oui, vous avez tout à fait raison. La recherche clinique, c'est un de nos objectifs en tant que centre hospitalier universitaire. Si aujourd'hui on a toutes ces biothérapies, c'est parce que des centaines, des milliers de patients ont participé à des protocoles de recherche clinique. Tous les malades qui sont suivis dans notre centre peuvent se voir proposer des protocoles de recherche. C'est évidemment complètement libre d'y participer ou de refuser, notamment avec les biothérapies qu'on a aujourd'hui. On a tous des patients qui sont traités depuis très longtemps, bien avant la commercialisation des traitements en pharmacie, parce qu'ils ont fait partie de ces projets de recherche clinique et ils ont eu ces traitements en avant-première. Donc, c'est essentiel, mais Osima peut peut-être nous en parler parce que... Oui, c'est vrai que les biothérapies ont été pour moi un soulagement. Combien de temps on avait commencé avec une biothérapie qui m'allait très bien, mais qui avait ses inconvénients. Ça me fatiguait énormément. Il fallait que j'aille dormir directement parce que ça me donnait très très mal à la tête. Mais en parallèle, ça soulageait mes cris. Donc ça a duré 2 ans. Après, au bout de 2 ans, ça faisait plus trop effet et on a changé la molécule de biothérapie qui maintenant me va beaucoup mieux et moins douloureux. Je peux le faire à n'importe quelle heure, il n'y a pas de conséquences après. C'est sous forme de stylo, donc c'est plus simple pour moi. Pour l'instant, ça va faire 9 mois que je suis sur la même, ça me va très bien. Alban, je crois savoir qu'en service de centre asthme sévère, il y a une place particulière de l'éducation thérapeutique du patient. En quoi ça consiste ? C'est quand même important pour le patient de connaître sa maladie, de savoir aussi les mécanismes. Le fait de comprendre permet aussi d'enlever un petit peu d'anxiété aussi d'une certaine façon. Des médecins qui vont vraiment parler de la maladie, d'une diététicienne qui va aussi pouvoir parler de l'équilibre alimentaire, une assistante sociale pour les droits. Nous avons aussi une kiné pour du sport, il y a de la relaxation. On englobe en fait tous les savoirs de la maladie pour que le patient est un peu comme une caisse à outils à portée de main. L'objectif, c'est que le patient soit acteur aussi de son propre soin et qu'il apprenne progressivement dans des ateliers qui sont parfois ludiques pour que le patient comprenne ce qui lui arrive, sache aussi l'expliquer à son entourage. Et donc, le patient est capable d'expliquer sa maladie, est capable de la comprendre, est capable d'agir dans des circonstances de vie où il n'est pas à l'hôpital, où il n'est pas dans le cabinet de son pneumologue, comprend les traitements, leur importance. Et donc, l'objectif, c'est d'être vraiment un ensemble avec le malade qui est le vecteur principal de sa maladie. Wasima, votre regard sur ce que vous a apporté l'éducation thérapeutique? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Je ne savais pas du tout en quoi ça consistait, ce que c'était. Et au final, ça a été quelque chose de très, très bénéfique pour moi. On a l'habitude de parler de notre asthme dans un contexte de consultation avec le psychologue, ou bien au moment de la crise quand on est en hospitalisation. Mais là, c'est tout un autre contexte et parfois, on est mêlé à voir des personnes dans le même cas que nous. Ça, c'est quelque chose de rassurant, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ce combat et d'avoir tous ces renseignements au niveau de la prise en charge aussi. Ça aide aussi. Je crois que vous organisez une journée annuelle de l'asthme dans le service. En quoi ça consiste? Parlez-nous-en un petit peu. Alors, je rebondis un peu aussi sur ce qu'a dit Waxima, c'est que cette journée annuelle, ça permet du coup aux patients asthmatiques de pouvoir se rencontrer. On organise aussi des groupes de parole en dehors tous les mois, justement pour que les patients puissent échanger sur leur vécu.
Là, c'est plus une journée aussi d'information. C'est aussi pour les proches, en fait. On invite vraiment les proches à comprendre la maladie, comprendre ce que peuvent vivre les patients, pouvoir aussi échanger parce que eux aussi peuvent se paniquer, peuvent au contraire stigmatiser aussi leurs proches d'une certaine façon. Moi, j'entends souvent des maris ou des femmes qui disent bah, ma femme ne fait plus rien à la maison, mais c'est juste qu'elle est dépressive. Donc, vraiment pouvoir les réinformer sur ce qu'est l'asthme sévère et sur le quotidien, en fait, ce que ça engendre. Cette journée, donc, on va proposer plusieurs ateliers, en fait, à la fois avec les médecins, la psychologue, donc moi-même, pour pouvoir justement échanger avec les proches. Il y a aussi un conseiller environnemental. Oui, un conseiller médical en environnement intérieur qui est un type de professionnel du soin qui sont capables d'aller au domicile des patients asthmatiques et d'identifier éventuellement des sources d'allergie ou des moisissures qui ne seraient pas visibles à l'œil nu et d'aider le patient à adapter son environnement intérieur pour limiter le risque de crise d'asthme. Comment est-ce que les patients peuvent accéder à cette consultation? Alors, c'est sur demande du médecin, pneumologue ou médecin généraliste. La grosse difficulté, c'est l'absence de maillage parfait sur le territoire français. Donc, à Paris, on a la chance que la mairie de Paris ait mis à disposition des conseillers médicaux en environnement intérieur. En petite couronne, on a aussi des CMEI, donc c'est leur appellation. Par contre, en grande couronne, malheureusement, on manque de financement. Je voulais maintenant aborder le thème de l'éducation thérapeutique. Pouvez-vous me parler du plan d'action écrit? Le plan d'action, il nous semblait essentiel pour les patients parce qu'il faut qu'ils sachent comment gérer les crises. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit c'est une crise qui arrive de façon brutale et sévère. Donc là, bien évidemment, ils se font accompagner de leur traitement de secours. On leur explique bien qu'il faut répéter la prise plusieurs fois. On commence par 2 bouffées, répéter au bout de 10 minutes 2 bouffées. Et si les symptômes persistent, les patients doivent passer à 4 bouffées toutes les 10 minutes pendant 1 heure. Et s'ils sont toujours pas soulagés, ils doivent absolument appeler les pompiers ou le SAMU et puis commencer les corticoïdes Péros. Donc tout ça est inscrit sur une ordonnance. Quand je reçois les patients, je leur dis toujours de bien intégrer ce plan d'action pour que ce soit quelque chose d'automatique. Parce que souvent, bien évidemment, quand ils sont dans cette situation-là, il y a toujours l'effet stress et angoisse. Ce plan d'action est revu systématiquement lors de chaque consultation de réévaluation par le médecin. On tient absolument à ce que les patients maîtrisent ce plan d'action et qu'ils n'aient pas besoin d'aller chercher dans leur ordonnance, attention, qu'est-ce que je dois faire? Ça doit être quelque chose d'automatique. On traite la crise le plus tôt possible et ils continuent bien sûr à prendre leur traitement de secours jusqu'à temps qu'un médecin du SAMU, des pompiers viennent les prendre en charge. Et puis il y a l'autre situation où c'est plutôt des symptômes de l'asthme qui sont présents sur 3 jours consécutifs, qui peuvent être effectivement soulagés mais qui reviennent fréquemment. Nous, on leur dit toujours, si les symptômes sont présents 3 jours de suite avec une augmentation de la prise de leur traitement de secours, et bien le 4e, c'est pareil, on débute une corticothérapie, 4 à 5 jours minimum, et on peut aller jusqu'à 7 jours. On leur dit tout de même que c'est intéressant d'aller se faire réévaluer par leur médecin traitant. L'idée n'est pas de les laisser tout seuls dans leur coin, sans consulter le médecin. L'idée, c'est juste qu'ils agissent rapidement pour éviter qu'on arrive à des crises trop sévères, qui soient difficiles à gérer, catastrophiques, avec des passages aux urgences, voire en réanimation. Du suivi des patients sous biothérapie. Comment ça se passe, ce suivi? Le suivi des patients sous biothérapie, ça va se faire idéalement en alternance avec le pneumologue référence. L'efficacité des biothérapies, elle est évaluée au bout de 6 mois. Quoi qu'il se passe, on se laisse plusieurs mois avant de dire ça marche ou ça ne marche pas. Éviter surtout d'arrêter une biothérapie trop tôt, alors que peut-être on est dans une période d'allergie intense et que c'est pour ça que le patient a encore beaucoup de symptômes. Quand ça va bien, on voit les patients en consultation 1 fois tous les 6 mois, voire 1 fois par an, quand la situation est vraiment très stable. On fait des épreuves fonctionnelles respiratoires de temps en temps, on fait remplir des scores de contrôle, et puis on fait pour certaines biothérapies des prises de sang aussi de suivi. Mais voilà, ça reste un suivi qui est dit ambulatoire, c'est-à-dire en consultation, les patients ne reviennent pas en hôpital de jour pour le suivi. Comment ça se passe, la première injection? Et puis comment ça se passe pour les suivantes? C'est moi qui gère la première injection. Souvent, il y a une éducation à faire non seulement sur l'injection, mais il y a aussi une éducation à faire sur la conduite à tenir, sur les effets secondaires. Le médecin leur laisse l'ordonnance pour qu'ils puissent se fournir dans une pharmacie de ville, puisque à l'hôpital, on ne peut pas l'avoir. Donc, l'idée, c'est qu'ils viennent avec. Je leur explique en quoi ça sert. Je leur explique après comment l'injecter. Bon, maintenant, on a des biothérapies qui sont quasiment tous disponibles en stylo injectable. C'est très facile à faire, mais néanmoins, il faut quand même leur expliquer. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de leur expliquer les effets secondaires, les conduites à tenir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé la biothérapie, on ne l'arrête pas soi-même. Et puis surtout, il faut bien leur faire comprendre que c'est un
complément de traitement, mais ça ne remplace pas le traitement de fond. Donc il y a toute une éducation quand même à faire. Vous pouvez me parler du 100%? Comment ça se passe le 100%? Alors, le 100%, il faut déjà qu'au préalable, il y ait eu une demande de fait, en général par le médecin traitant, hein, donc c'est une ALD. C'est important surtout quand on a des biothérapies, parce que les biothérapies sont très onéreuses. En général, quand on met quelqu'un sous biothérapie, on essaye quand même de vérifier s'ils sont déjà en prise en charge en 100%. Et essayer d'avoir un maximum d'informations pour avoir les chances que cette prise en charge soit donnée facilement. Plus vous avez d'éléments, plus vous avez de comptes rendus, d'examens tels que les EFR, plus vous avez de chances que votre dossier passe rapidement. J'aimerais vous demander les particularités de l'adolescent dans cette prise en charge de l'asthme sévère. C'est un petit peu les mêmes particularités que pour toutes les maladies chroniques. C'est un âge de transition dans la vie où on passe de l'enfance, où on est évidemment chapeauté, entouré d'adultes qui gèrent les choses pour nous, vers l'âge adulte où on devient soi-même responsable et de ses traitements et de sa maladie. Et ce passage intermédiaire s'associe aussi à des changements psychologiques, des changements de maturité et puis parfois un rejet de la maladie et certaines formes de lassitude. Et donc, c'est vraiment une période charnière, essentielle et qui parfois peut être associée à des symptômes d'asthme très intenses. Et donc, justement, la vigilance côté médical doit être maintenue de façon très intense pour éviter d'avoir des situations dramatiques. Donc, c'est une période qui est très importante sur laquelle on s'améliore progressivement pour permettre d'avoir un suivi adapté à ces patients asthmatiques. Il s'organise de plus en plus des consultations de transition entre la pédiatrie et l'âge adulte. La question de l'éducation thérapeutique chez les adolescents, elle est essentiel aussi. On essaye donc progressivement d'avoir des ateliers qui sont spécifiques aux adolescents parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques quand on a 18 ans, 20 ans que quand on en a 60, quand bien même on a la même maladie. Je voudrais terminer par la même question à toutes les trois, en synthèse. Quelles sont vos recommandations pour les adolescents asthmatiques et les principaux conseils que vous souhaiteriez leur donner? Il faut suivre son traitement. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on néglige beaucoup. Et moi, la première, je sais que je suis pas un exemple. Et dès qu'on commence à aller mieux, on ressent pas forcément le besoin d'utiliser, mais en fait, c'est parce qu'on prenait le traitement qu'on va mieux et que la chute, elle peut vraiment faire mal. C'est souvent une période où on se dit, les autres, ils vont bien. À cet âge-là, normalement, pour à droite, à gauche, et j'ai pas de traitement à prendre à côté, c'est pas de mon âge, c'est un truc de vieux, comme on dit, c'est pas pour nous. Et souvent, on néglige beaucoup le traitement, et je sais que moi, j'en ai payé les conséquences, et je regrette aussi d'avoir fait ça. On se dit qu'on est solide, on est jeune, on va se rétablir rapidement. On prend souvent à la légère les choses, faut vraiment prendre les choses plus sérieusement. Moi, je rebondirais aussi sur ce que dit Fatima, que les adolescents ou les très jeunes adultes puissent nous dire les choses s'ils ne prennent pas leur traitement, s'ils n'ont pas envie. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les soigner, pour les aider. On préfère un jeune qui nous dit bah, je fume plutôt que de nous cacher. Et je reviendrai aussi sur le côté psychologique. Les jeunes ont du mal à avoir des psychologues. Ça peut être aussi une aide ponctuelle. C'est pas pour les fous, on n'est pas obligé d'en parler non plus. L'essentiel, c'est l'éducation. Premièrement, si les patients sont mal éduqués sur la prise de traitement, eh bien évidemment, si vous ne prenez pas votre traitement correctement, déjà, vous n'êtes pas traité. Il faut passer un temps sur la technique de prise. Et puis après, il y a l'observation. Donc ça aussi, il faut prendre du temps avec le patient pour lui expliquer l'intérêt. Prenez le temps de prendre votre traitement de façon quotidienne, assidue pendant 2 mois. 3 mois, ce serait l'idéal, mais au moins 2 mois, et regardez ce que ça donne. Et bien souvent, on arrive à capter les patients comme ça, où ils se rendent compte que finalement, bah oui, c'est vrai que quand je le prends tous les jours, c'est un peu mieux. Et puis, évidemment, le plan d'action, c'est vital, quoi. Si vous savez comment gérer vos symptômes et vos exacerbations, on limite les grosses catastrophes, et c'est ce qu'on recherche. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La clé, c'est le traitement, c'est l'observance du traitement, c'est-à-dire le fait de prendre son traitement tous les jours. Et l'autre mot-clé, c'est l'absence de jugement, c'est-à-dire qu'on est là pour aller dans le bon sens ensemble, que l'adolescent asthmatique ne prenne pas son traitement. C'est une bonne chose qu'ils le disent. Pneumologue, psychologue, infirmière, on ne va pas juger cette attitude, au contraire, on va s'en servir pour savoir comment adapter soit les traitements, soit la façon d'aborder les choses pour qu'il ou elle soit soigné le mieux possible. Pas de honte à dire que vous en avez marre, que vous ne voulez plus être traité, vous ne voulez plus être malade. Tout ça, c'est des problématiques auxquelles on a l'habitude de faire face et auxquelles on fera face ensemble. L'objectif, c'est d'être bienveillant et d'avancer ensemble. Nous recommandons toujours à un adolescent de voir un pneumologue 1 fois par an. Je pense pas que ce soit excessif 1 fois par an, notamment dans cette période de l'adolescence qui est une période charnière. On change à la vitesse de la lumière et en 1 an, on peut être passé de A à Z en termes d'état d'esprit et de physique. Donc ça me paraît très légitime de recommander une consultation par an, quitte à ce qu'après, une fois que l'âge adulte est atteint et que la stabilité de la maladie est obtenue, on espace, voire on arrête un suivi pneumologique et que ce soit le médecin généraliste qui suive. La mesure du souffle, elle est essentielle au diagnostic de la maladie asthmatique. Quand on souffle dans les cabines avec un pince-nez, on est capable de voir que
que les bronches sont fermées et se réouvrent à la prise de ventoline. Ça, c'est l'assurance du diagnostic de l'asthme. Dans le cadre du suivi, ponctuellement, ça va permettre de s'assurer que l'état des poumons n'est pas en train de se dégrader progressivement. Les épreuves de souffle vont permettre de s'assurer que la capacité respiratoire reste au maximum de ce qu'elle doit être. Et c'est aussi l'objectif de traitement et en pédiatrie et chez l'adolescent, de préparer l'avenir et d'éviter qu'à l'âge de 30, 40, 50, 60 ans, on ait une capacité respiratoire qui est progressivement diminuée et qu'on ne s'en soit pas tellement rendu compte et qu'on arrive avec un handicap respiratoire. Donc, ces objectifs de préservation et mesurer ce souffle régulièrement nous permettent de dire on est toujours au-delà de 80%, ce qui est la norme, et on doit le rester. Et si on passe en dessous de 80%, on va intensifier ce traitement pour permettre de préserver la capacité respiratoire.